Dans le Montana, il m'a fait une proposition primitive que j'ai crue obscène. Je n'avais pas encore compris qu'il testait mon âme et le destin d'une légende. Le soleil du Montana cuisait la terre, la transformant en une mosaïque craquelée de poussière et de promesses brisées. C'était mon premier été en tant que vétérinaire attitré du comté de Big Horn, un territoire plus grand que certains pays, peuplé de plus de bétail que d'êtres humains, et au cœur de ce royaume de roches et d'armoises régnait un roi sans couronne, Silas Blackwood. Son nom était une légende locale, murmurée avec un mélange de respect et de crainte. On disait que ses mains pouvaient sentir une tempête arriver 3 jours à l'avance et qu'il pouvait calmer une bête sauvage d'un simple regard. À 70 ans passés, il dirigeait le Blackwood Ranch d'une poigne de fer, un vestige d'un Ouest américain qui n'existait plus que dans les films en noir et blanc. Mon pick-up soulevait un nuage ocre en s'engageant dans la longue allée qui menait à sa demeure. C'était la 3e fois que je venais en un mois, à chaque fois pour une urgence. Un poulain avec la colique, une vache empoisonnée par une mauvaise herbe, des incidents que la plupart des éleveurs auraient gérés eux-mêmes, mais Silas était méticuleux. Il ne laissait rien au hasard. Il était là, m'attendant sur le porche de sa maison en rondin, une silhouette grande et sèche découpée sur le ciel immense. Il ne souriait jamais. Il se contentait de hocher la tête, son chapeau de cow-boy usé jetant une ombre sur des yeux bleus perçants, des yeux qui semblaient avoir tout vu. « Docteur Anya Sharma », dit-il de sa voix graveleuse, en guise de salut. Il n'utilisait jamais mon prénom. C'était toujours formel, distant. « Monsieur Blackwood, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est Bluebell. Elle n'arrive pas à mettre bas. Le veau est mal positionné. » Nous avons marché en silence vers l'étable. L'odeur de foin, de cuir et d'animal m'a enveloppé, une odeur qui était devenue le parfum de ma nouvelle vie. Bluebell, une magnifique Hereford, était allongée sur la paille, le flanc secoué de spasmes. Ses grands yeux bruns étaient remplis de panique et de douleur. Je me suis mis au travail immédiatement, enfilant mes longs gants de vélage. Silas était à mes côtés, anticipant chacun de mes besoins. Une serviette propre, de l'eau chaude, du lubrifiant. Il ne posait pas de questions inutiles, ne faisait pas de commentaires. Il observait, ses mains noueuses, aussi solides que des racines de chêne, prêtes à aider. Pendant près de 2 heures, nous avons lutté ensemble dans le silence de l'étable, baignés dans la lumière dorée d'une ampoule nue. C'était un ballet étrange et brutal, mes connaissances médicales contre la force brute de la nature. J'ai dû repositionner le veau, une manœuvre délicate et épuisante. Silas m'a aidé, ses mains guidant les miennes avec une assurance surprenante, sa force complétant la mienne. Il y avait une sorte d'intimité dans cet effort partagé, une connexion qui transcendait les mots. Quand enfin, avec un dernier effort désespéré de la mère et notre aide combinée, le petit veau est glissé dans le monde, couvert de liquide amniotique et tremblant, un souffle collectif a semblé parcourir l'étable. Silas a attrapé une botte de paille et a commencé à frotter vigoureusement le nouveau-né pour stimuler sa respiration. Quelques secondes plus tard, le veau a poussé un petit meuglement et a tenté de se mettre sur ses pattes frêles. Bluebell, épuisée mais alerte, a commencé à le lécher avec tendresse. Un succès. J'ai retiré mes gants, les muscles de mes bras et de mon dos criant de fatigue. Il est en bonne santé, elle aussi, ai-je dit, la voix rauque. Silas a hoché la tête, son regard fixé sur la nouvelle vie qui chancelait dans la paille. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai cru déceler l'ombre d'un sourire au coin de ses lèvres. Bon travail, docteur. Ce compliment, venant de lui, valait plus que n'importe quel salaire. Il m'a proposé un café sur son porche, et j'ai accepté, trop lasse pour refuser. Nous nous sommes assis sur 2 fauteuils à bascule usés par le temps, regardant le soleil sombrer derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes orange et violette. Le silence entre nous n'était plus tendu, mais confortable, rempli de la satisfaction d'une tâche accomplie. C'est lui qui l'a rompu. Sa voix était calme, presque méditative. Mon grand-père a bâti ce ranch avec ses mains.
Il a tué des ours et combattu des voleurs de bétail pour garder cette terre. Mon père l'a agrandi. Il a survécu à la Grande Dépression et à 2 guerres. Moi, j'ai tout modernisé. Irrigation, meilleure génétique pour le troupeau. 3 générations d'hommes qui ont versé leur sueur et leur sang dans ce sol. J'ai écouté, fasciné par cette rare confidence. Je sentais que c'était important. Il parlait de son héritage, de sa lignée. Je pouvais comprendre ça. Ma grand-mère m'avait raconté les histoires de notre peuple, les Apaches, Chiricahua, des histoires de survie, de résilience, de terre perdue et d'un esprit qui ne pouvait être brisé. Nos histoires étaient différentes, celle du conquérant et celle du survivant, mais elles parlaient toutes les deux de la même chose, la transmission. C'est un héritage impressionnant, Monsieur Blackwood, ai-je murmuré, sincère. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux bleus, dans la lumière du crépuscule, étaient d'une intensité troublante. Il ne me voyait plus comme le vétérinaire, mais comme autre chose, comme une femme. J'ai senti un léger frisson me parcourir, un malaise que je ne pouvais pas nommer. Un héritage ne vaut rien s'il n'y a personne pour le reprendre. A-t-il continué, sa voix baissant d'un ton. Je n'ai pas d'enfant. Mon frère est mort jeune. Le nom Blackwood et tout ceci, ça meurt avec moi. Je ne savais pas quoi répondre. C'était une tragédie personnelle, une peine profonde qu'il exposait avec une simplicité désarmante. J'ai murmuré des condoléances maladroites. Il a secoué la tête, comme pour balayer ma pitié. Ce n'est pas une question de pitié, docteur, c'est une question de biologie, de devoir. Il a marqué une pause, et son regard s'est fait encore plus direct, presque prédateur. Il a posé sa tasse de café avec un bruit sec sur la petite table entre nous. Le son a semblé résonner dans le silence du soir, puis il a prononcé les mots qui ont fait basculer mon univers, les mots qui se sont gravés dans ma mémoire avec la précision d'un fer rouge. Il a parlé lentement, en détachant chaque syllabe, non pas comme une proposition, mais comme l'énoncé d'une vérité universelle et immuable. Un vieux cow-boy capable doit transmettre ses gènes. Il n'a rien ajouté, il s'est contenté de me fixer, attendant. Le crépuscule avait effacé toutes les nuances de son visage, ne laissant que le contour de sa mâchoire carrée et le scintillement de ses yeux. Et dans ce regard, j'ai compris. Il ne parlait pas de vache ou de taureau primé. Il ne parlait pas d'un concept abstrait. Il parlait de lui, et il parlait de moi. Le silence qui a suivi ces paroles était plus lourd que la nuit qui tombait. Le chant des grillons semblait s'être tu. L'air lui-même semblait retenir son souffle. J'ai d'abord cru avoir mal entendu, que la fatigue et le dialecte rocailleux du Montana m'avaient joué un tour. Mais l'intensité de son regard ne laissait aucune place au doute. La stupéfaction a cédé la place à une incrédulité glaciale, puis à une vague de nausée. Il ne plaisantait pas. Cet homme, ce monument de l'Ouest américain, venait de me faire la proposition la plus primitive, la plus dégradante que j'ai jamais entendue. Il ne me voyait pas comme une docteure, une professionnelle qui venait de sauver une de ses bêtes. Il me voyait comme une jument poulinière, un ventre. J'ai posé ma tasse avec un soin infini, mes mains tremblant légèrement. J'ai puisé dans le stoïcisme de mes ancêtres, ce masque de calme que ma grand-mère m'avait appris à porter face à l'absurdité du monde des Blancs. J'ai levé les yeux vers lui, et pour la première fois, je l'ai laissé voir la flamme qui brûlait derrière mes propres yeux. « Monsieur Blackwood » ai-je commencé, ma voix étonnamment stable, tranchante comme un éclat d'obsidienne. « Je crois que vous me confondez avec votre catalogue de sélection de bétail. Mes gènes, comme vous dites, ne sont pas à vendre, ni à prêter. » Je me suis levé, mes jambes se sentant étrangement solides. « Merci pour le café. Envoyez la facture à mon cabinet. » Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Je lui ai tourné le dos et j'ai descendu les marches du porche,
chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur mon propre orgueil. Je sentais son regard planté dans mon dos, lourd et pénétrant. Je m'attendais à ce qu'il m'appelle, qu'il s'excuse ou qu'il se mette en colère. Mais il n'y a eu que le silence, un silence qui confirmait tout. Dans son esprit, sa proposition n'était pas une insulte, c'était un honneur, un arrangement logique et pratique. Le trajet du retour a été un brouillard de rage et d'humiliation. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient de blanche. J'ai vu défiler les kilomètres de clôture de barbelés qui marquèrent son territoire, son royaume. Ce n'était pas seulement sa terre, c'était sa mentalité, faite de barbelés et de poteaux. Tout ce qui était à l'intérieur de ses frontières lui appartenait, ou pouvait potentiellement lui appartenir. Et j'avais, en acceptant le poste dans ce comté, franchi l'une de ces clôtures sans le savoir. Les mots de ma grand-mère me sont revenus en mémoire. Fais attention, ma petite Anya. Pour ces gens-là, la terre est une chose qu'on possède. Pour nous, c'est une mère à qui l'on appartient. Ils ne comprendront jamais la différence. Et apparemment, les femmes étaient comme la terre. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Silas Blackwood n'a pas appelé. Aucune urgence au ranch. La vie a semblé reprendre son cours normal. Mais quelque chose avait changé. C'était subtil, comme un changement dans la direction du vent. Quand j'allais au magasin d'aliments pour bétail, le propriétaire, qui d'habitude me saluait avec un grand sourire, devenait soudain très occupé, me répondant par monosyllabes. Au petit restaurant de la ville, les conversations s'arrêtaient quand j'entrais. Je sentais des regards dans mon dos, j'entendais des chuchotements qui s'éteignaient à mon approche. J'étais devenu une curiosité, ou pire, une paria. L'influence de Silas Blackwood était comme une nappe phréatique invisible, empoisonnant le sol sous mes pieds. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Son silence suffisait à rallier le comté à sa cause tacite. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un autre grand éleveur, M. Davies, pour qui je travaillais régulièrement. Il annulait notre rendez-vous pour la vaccination de son troupeau. « Désolé, Doc », a-t-il marmonné au téléphone, clairement mal à l'aise. « C'est juste que... Eh bien, le cousin de ma femme, il est aussi vétérinaire, dans le comté voisin. Il m'a fait un bon prix. C'est plus simple comme ça. Le cousin de sa femme vivait à 3 heures de route. Ce n'était pas plus simple. C'était un message, et il venait directement de Silas. Il était en train de m'assécher, de couper mes vivres, de me rendre la vie impossible. Il ne me forçait pas la main. Il me retirait simplement toutes les autres cartes du jeu. Il pensait que la desperation me rendrait plus coopérative. La colère a fait place à une sorte de détermination froide. Je ne plierai pas. Mon peuple avait survécu à bien pire que le silence réprobateur d'une petite ville du Montana. J'ai commencé à chercher des clients plus loin, dans les comtés voisins, passant des heures sur la route pour soigner des chevaux de selle et des chèvres de compagnie. C'était épuisant, à peine rentable, mais c'était une question de principe. Je refusais de laisser ce vieil homme arrogant dicter les termes de ma vie. Puis, un soir, alors que je rentrais tard, épuisé après une longue journée, j'ai vu quelque chose sur le porche de ma petite maison de location. Au début, j'ai cru que c'était une livraison égarée. Mais en m'approchant, la lumière de mes phares a balayé l'objet et mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était un berceau, pas un berceau neuf acheté en magasin. C'était une magnifique pièce d'artisanat, sculptée dans un bois sombre et riche, probablement du noyer. Le bois était patiné par le temps, poli par des générations de mains. Les barreaux étaient fins et élégants, et sur la tête de lit, un artisan patient avait gravé un B majuscule entrelacé de motifs de feuilles de chêne. Un B comme Blackwood. Il n'y avait pas de note, pas de message. Juste cet objet, posé là, sur mon seuil. C'était une déclaration, une affirmation. Ce n'était plus une proposition, c'était une prophétie. Il ne me demandait plus si je voulais porter son héritier. Il me montrait où il dormirait. Je suis resté figé devant le berceau, le moteur de mon pick-up tournant encore dans le silence de la nuit. Le cœur battant à tout rompre.
Ce n'était pas seulement une provocation, c'était une violation. Il avait été sur mon porche, sur ma propriété, dans mon espace privé. Le berceau était magnifique, certes, une relique d'un autre temps, mais dans ce contexte, il était obscène, monstrueux. C'était un symbole de son arrogance démesurée, de sa certitude que tout, et tout le monde, pouvait être acheté ou intimidé. Ma première impulsion a été de le réduire en miettes avec la hache qui se trouvait à l'arrière de mon camion. Le réduire en copeaux et mettre le feu au tas sur ma pelouse, un brasier de défi visible depuis son ranch sur la colline. Mais la rage, aussi brûlante soit-elle, est un carburant qui s'épuise vite. La froide logique a pris le dessus. La violence ne ferait que me donner tort aux yeux de cette communauté déjà hostile. Il verrait la destruction d'un précieux héritage familial, pas le rejet d'une proposition indécente. Il me verrait comme l'étrangère instable, celle qui ne comprend pas leurs coutumes. Non, il fallait que je joue plus intelligemment. Il fallait que je retourne son arme contre lui. Le lendemain matin, j'ai lutté seul pour charger le lourd berceau à l'arrière de mon pick-up. J'ai ensuite pris la route, non pas vers le ranch Blackwood, mais vers la ville. Je me suis garé devant le General Store, le cœur social de la petite communauté, là où tout le monde venait prendre son café et les derniers potins. C'était le milieu de la matinée et l'endroit était bondé. J'ai respiré profondément, j'ai rajusté ma chemise et je suis entré. Comme d'habitude, un silence s'est fait à mon arrivée. Je l'ai ignoré. J'ai marché jusqu'au comptoir où se tenait Martha, la propriétaire, une femme aux cheveux gris et au regard aussi perçant que celui de Silas. « Bonjour Martha » ai-je dit d'une voix claire et forte pour que tout le monde puisse entendre. « Je suis venu vous demander un service. Je cherche à faire un don. » La curiosité a pris le pas sur la méfiance. Les têtes se sont tournées. « Un don ?» a répété Martha, suspicieuse. « Oui. Il semblerait qu'une magnifique antiquité familiale ait été livrée chez moi par erreur hier soir. Un berceau. Je suis sûr qu'il a une grande valeur sentimentale pour la famille à qui il appartient. Comme je ne sais pas à qui il est destiné, j'ai pensé que l'église serait le meilleur endroit pour lui. Ils pourront le donner à une jeune famille dans le besoin. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré la photo que j'avais prise du berceau, avec le B gravé bien visible. Un murmure a parcouru la petite foule. Tout le monde ici connaissait ce B. C'était la marque de fabrique des Blackwood, présente sur leur portail, leur bétail, leur histoire. J'ai vu la compréhension, puis le choc, passer dans les yeux de Martha. Elle a regardé la photo, puis mon visage, cherchant un signe de faiblesse ou de mensonge. Je lui ai offert un sourire innocent. « C'est vraiment étrange qu'une chose pareille se retrouve sur votre porche », a-t-elle finalement dit, en choisissant ses mots avec soin. « C'est ce que je me suis dit », ai-je répondu calmement. « Sûrement un livreur qui s'est trompé d'adresse dans le noir. Quoi qu'il en soit, il est dans mon camion. Pourriez-vous demander au pasteur John de passer le chercher à mon cabinet quand il aura un moment ? Ce serait dommage qu'un si bel objet ne serve pas à un bébé qui en a vraiment besoin. » J'ai payé mon café et je suis parti, laissant derrière moi une bombe de spéculation et de chuchotement. J'avais transformé son geste d'intimidation en un acte de charité anonyme. Je l'avais dépouillé de son pouvoir en le rendant public, mais d'une manière qui ne pouvait m'être reprochée. Je n'avais accusé personne, seulement constaté une erreur. S'il venait réclamer son berceau, il devrait expliquer pourquoi il se trouvait sur mon porche. S'il ne le faisait pas, son héritage familial finirait entre les mains d'un couple anonyme, une humiliation silencieuse. Échec et mat. Du moins, c'est ce que je croyais. 2 jours plus tard, j'ai eu une urgence. Un appel paniqué de la part d'une petite exploitation familiale à la lisière du comté. Un de leurs chevaux s'était empalé sur un piquet de clôture. C'était une blessure grave, une course contre la montre. J'ai sauté dans mon camion et j'ai foncé, roulant à tombeau ouvert sur les routes de terre. En arrivant, j'ai vu que la situation était pire que prévu. L'hémorragie était importante.
J'ai travaillé frénétiquement pour stabiliser l'animal, suturer la plaie, administrer des antibiotiques et des analgésiques. Il m'a fallu près de 3 heures, à la lumière déclinante du jour. Le cheval était sauvé, mais faible, épuisé, couverte de sang et de sueur. J'ai repris la route de nuit. La fatigue pesait sur mes paupières. La route était déserte, un ruban noir serpentant à travers les collines sombres. C'est en abordant un virage serré, le long d'un petit canyon, que mes phares ont illuminé une silhouette au milieu de la route. Un cerf. J'ai freiné brusquement, le cœur bondissant dans ma poitrine. Les pneus ont crissé sur le gravier. Le camion a dérapé, l'arrière partant en tête à queue. J'ai contrebraqué par réflexe, mais c'était trop tard. J'ai senti la roue arrière droite quitter la route, s'enfoncer dans le vide. Le monde a basculé. Le pick-up a dévalé la pente raide dans un fracas de métal et de verre brisé. J'ai été projeté violemment contre mon siège, la ceinture de sécurité me cisaillant l'épaule. Il y a eu un impact final, assourdissant, et puis le silence, seulement troublé par le sifflement d'un pneu crevé et le goutte-à-goutte d'un fluide s'échappant du moteur. La tête me tournait. Une douleur aiguë me lançait dans le bras gauche. J'ai essayé d'ouvrir ma portière, mais elle était coincée contre la paroi du ravin. J'étais piégé. Mon téléphone n'avait aucun réseau. Personne ne savait où j'étais. Personne ne viendrait me chercher avant le matin, au mieux. La panique a commencé à monter, froide et visqueuse. C'est là que j'ai entendu un bruit au-dessus de moi, le crissement de bottes sur le gravier au bord de la route. Puis le faisceau d'une lampe torche a balayé l'intérieur de ma cabine, m'aveuglant un instant. « Docteur Sharma, vous allez bien ?» Cette voix, grave, calme, reconnaissable entre toutes. C'était la voix de Silas Blackwood. J'ai cligné des yeux, essayant de distinguer sa silhouette dans l'obscurité. Que faisait-il ici, au milieu de nulle part, quelques minutes seulement après mon accident? La coïncidence était trop énorme pour être crédible. Il ne passait pas par là par hasard. Il me suivait. Et le cerf sur la route, était-ce vraiment un cerf? Ou juste une ombre, une excuse pour l'accident qu'il avait peut-être, d'une manière ou d'une autre, provoqué? La peur s'est transformée en une certitude glaciale. Je n'étais pas seul avec mon sauveur. J'étais piégé au fond d'un ravin avec mon prédateur. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Le faisceau de la lampe torche est descendu, balayant la tôle froissée de mon camion avant de se fixer à nouveau sur mon visage. Il a dû voir la terreur dans mes yeux. Il a éteint la lampe, me plongeant à nouveau dans la pénombre, seulement éclairé par la lueur lointaine des étoiles. « Ne bougez pas, la portière est coincée, je vais devoir la forcer. » Sa voix était dénuée d'émotion, le ton pratique d'un homme habitué à résoudre des problèmes mécaniques. J'ai entendu le bruit de ses bottes descendant la pente instable, puis le grincement du métal alors qu'il empoignait le cadre de la portière. Il y a eu une série de grognements d'efforts, des bruits de muscles tendus et de métal qui cèdent. Je suis resté pétrifié, chaque fibre de mon être en alerte, ma main valide à chercher à tâtons la lourde clé à molette que je gardais sous mon siège. Si je devais me battre, je ne me laisserais pas faire sans laisser de traces. La portière s'est finalement ouverte dans un hurlement de tôle déchirée. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans l'habitacle, emportant l'odeur âcre de l'essence. Silas s'est penché à l'intérieur. Il ne m'a pas regardé avec convoitise ou malice, mais avec l'œil expert d'un éleveur inspectant un animal blessé. « Où avez-vous mal ?»« Mon bras gauche. » Ai-je réussi à articuler, ma voix tremblante. Il a hoché la tête. « On dirait que l'épaule est déboîtée. On va vous sortir de là. » Ses mains, contre toute attente, ont été incroyablement douces lorsqu'il a détaché ma ceinture de sécurité, puis m'a aidé à me glisser hors du siège. La douleur dans mon épaule a explosé en une supernova d'agonie et un cri m'a échappé. Il m'a soutenu, sa force me maintenant debout alors que le monde tanguait autour de moi. Sans un mot de plus, il m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien et a commencé la difficile remontée vers la route. J'étais complètement à sa merci, mon corps brisé, pressé contre celui de l'homme que je considérais
comme mon ennemi. Je sentais les battements lents et réguliers de son cœur contre ma joue. C'était le cœur d'un homme calme, pas celui d'un agresseur excité. Le doute a commencé à s'insinuer dans ma peur. Il m'a déposé avec précaution sur le siège passager de son propre camion, un modèle plus ancien mais impeccablement entretenu. Il a pris une couverture sur le siège arrière et l'a drapé sur mes épaules. Puis il a pris le volant et a démarré. Il ne s'est pas dirigé vers la ville, où se trouvait la clinique la plus proche, mais dans la direction opposée, vers son ranch. La panique est revenue. L'hôpital est de l'autre côté, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. L'hôpital est à plus d'1 heure de route, a-t-il répondu sans me regarder. Et le docteur Matthews est probablement saoul à cette heure-ci. Je sais comment remettre une épaule en place. J'ai dû le faire des dizaines de fois avec mes hommes. Vous aurez moins mal plus vite comme ça. Sa logique était implacable, mais elle ne me rassurait pas. Nous sommes arrivés au ranch et il m'a de nouveau porté à l'intérieur de la maison. C'était la première fois que j'y entrais. Tout était en bois sombre, en cuir et en pierre. Propre, fonctionnel, masculin. Un grand feu crépitait dans une cheminée monumentale. Il m'a installé dans un grand fauteuil en cuir près du feu et est revenu avec un verre de whisky. « Buvez ça, ça va aider. » J'ai obéi, le liquide ambré brûlant ma gorge mais envoyant une vague de chaleur bienvenue dans mes membres glacés. Il a ensuite procédé à la remise en place de mon épaule. C'était rapide, brutal et exécuté avec une précision effrayante. La douleur a été si intense que j'ai cru m'évanouir, puis un soulagement presque miraculeux l'a remplacé. Il a immobilisé mon bras avec une écharpe improvisée. Tout au long de l'opération, ses mains étaient restées professionnelles, son visage concentré. Il s'est assis en face de moi, a versé un verre de whisky pour lui-même, et m'a regardé longuement par-dessus le bord de son verre. Le moment de vérité était arrivé. « Vous me suiviez ?» ai-je affirmé. Ce n'était pas une question. Il a hoché la tête, sans aucune honte. « Oui. Vous avez provoqué l'accident ?» le cerf. Il a secoué la tête, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux. Non, jamais. Le cerf était bien réel, mais je vous suivais, oui, depuis que vous avez commencé à prendre des cas dans les autres comtés. Je savais que vous alliez vous épuiser, prendre des risques sur ces routes. Quand le shérif m'a appelé pour le berceau, il m'a dit à quel point vous aviez été intelligente. J'ai compris que j'avais fait une erreur, que j'avais sous-estimé la femme que vous étiez. Je ne vous ai pas fait pression pour vous briser, docteur. Je l'ai fait pour voir si vous plieriez. Et vous n'avez pas plié. Je le fixais, abasourdi. C'était un test, tout ça? M'isoler, me ruiner? Pour voir si j'étais une bonne candidate pour vos gènes? L'absurdité de la situation était vertigineuse. Il a eu un petit rire sec, sans joie. Quand on est un vieil homme qui ne parle que le langage du bétail et de la terre, on utilise des mots stupides. Je n'ai jamais été doué avec les gens. Quand je vous ai vu, ce premier jour, en train de vous battre pour sauver ce poulain, j'ai vu la même force que celle de ma grand-mère. Quand vous m'avez tenu tête sur mon porche, j'ai vu le feu que je croyais éteint depuis longtemps dans ce monde. Et quand vous avez retourné mon propre héritage contre moi au General Store, j'ai vu une intelligence plus tranchante que n'importe quel fil de barbelé. Je n'ai pas vu un ventre, docteur Sharma. J'ai vu une partenaire, quelqu'un d'assez fort pour porter non pas un enfant, mais un héritage, quelqu'un d'assez résistant pour s'épanouir sur cette terre impitoyable. J'ai vu en vous, la survivante Apache, le même sang que celui des pionniers. Je l'ai juste dit de la seule façon que je connaissais, et c'était la mauvaise. Il a fini son verre d'un trait. Je suis désolé pour les ennuis que je vous ai causés. Demain, j'appellerai Davies et les autres. Je leur dirai que j'ai été un vieil imbécile. Votre cabinet ne manquera plus de travail. Votre camion est probablement foutu. Je vous en achèterai un neuf. Considérez ça comme un dédommagement. Je suis restée silencieuse, assimilant ces paroles. Il n'était pas le monstre que j'avais imaginé.
il était quelque chose de bien plus complexe, un homme seul, maladroit, prisonnier de son propre mythe, désespéré de ne pas voir tout ce qu'il avait construit mourir avec lui. Mon hostilité s'est dissipée, remplacée par une sorte de compréhension lasse. « Monsieur Blackwood, ai-je dit doucement, vous ne pouvez pas acheter les gens, ni avec de l'argent, ni avec des camions neufs, et vous ne pouvez pas tester leur valeur comme s'ils étaient du bétail. Je le sais maintenant, a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je l'ai regardé, le vieux roi sur son trône de cuir, dans sa forteresse de bois, plus seul que jamais. L'héritage dont il parlait n'était pas seulement une question de nom ou de gêne. C'était une question de continuité, de savoir que quelqu'un prendrait soin de cette terre après lui, avec la même passion et le même respect. « Vous voulez transmettre quelque chose ?» ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. « Alors, transmettez votre savoir. Apprenez-moi ce que vous savez sur cette terre, sur ces animaux. Traitez-moi comme une égale, comme une professionnelle, et peut-être qu'ensemble, nous pourrons nous assurer que l'héritage du Blackwood Ranch ne meurt pas. Pas en tant que nom de famille, mais en tant qu'esprit. » Un long silence s'est installé entre nous, seulement brisé par le crépitement du feu. Puis, pour la toute première fois, Silas Blackwood m'a regardé et a souri. Un vrai sourire, fatigué et ridé, mais authentique. « Ce serait un bon début, docteur Anya Sharma, » a-t-il dit. « Un très bon début. » Je suis resté cette nuit-là, dormant dans une chambre d'amis. Le lendemain, il a tenu parole. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mon nom dans le comté n'était plus associé à la méfiance, mais au respect. L'histoire du vieux cow-boy et de la Veto Apache est devenue une autre légende locale. Notre relation n'est jamais devenue romantique, mais elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Je suis devenue la gardienne de ces histoires, et lui, le protecteur de mon avenir. Il m'a appris à lire le ciel et les saisons, et je lui ai appris qu'un héritage ne se transmet pas seulement par le sang, mais aussi par le respect, le partage et la confiance. Et sur ces terres arides du Montana, nous avons tous les deux trouvé une nouvelle sorte de famille.